Heureusement que je ne suis pas venu en Mongolie pour la musique. En fait, moi je suis venu parce que j'ai entendu parler d'un événement qui s'appelle le Nadam. C'est la fête nationale mongole et pendant 4 jours, tout le pays célèbre ses sports traditionnels. La lutte, le tir à l'arc, la course de chevaux et le tir à l'osselet. Un peu comme si ces jeux étaient garants de l'histoire, de l'âme de ce pays. Moi j'ai la conviction que les Mongols chantent juste, mais surtout qu'à travers le sport, on doit pouvoir comprendre un peu mieux les gens d'ailleurs. Je vais donc partir me perdre à la rencontre de ces sportifs du Nadam et à travers leurs histoires, leur façon de s'entraîner, je vais essayer de vous faire découvrir un peu mieux la culture de ce pays. La Mongolie m'a toujours fait rêver. Située au bout du monde, cette terre de nomades et de cavaliers ressemble à un fantasme d'occidental. Oulan-Bator, rien que le nom de la capitale, c'est déjà une promesse d'aventure. Le Nadam, à l'origine, c'était aussi une promesse. Les jeux traditionnels, ou jeux virils, étaient censés attirer les bonnes grâces des dieux et faire venir la pluie au début de l'été. Ces jeux ont traversé le temps et sont aujourd'hui encore le symbole de la culture mongole. Je pars à travers la Mongolie pour rencontrer les sportifs du Nadam. Pas simple, dans un pays grand comme 3 fois la France, mais seulement peuplé de 2,5 millions d'habitants. Je traverse des plaines infinies en direction de la première étape de mon périple, dans le nord du pays. Les sports traditionnels qui sont au Nadam sont avant tout dans la culture mongole des jeux virils. Et ici, je suis un peu dans le sacro-saint, le temple de la testostérone du pays. C'est un centre d'entraînement caché dans la montagne où l'élite, les meilleurs lutteurs du pays viennent se mettre au vert pour préparer le grand Nadam d'Oulan-Bator. Les lutteurs en Mongolie sont de véritables pop stars, donc ils ne sont pas faciles d'accès. Mais grâce à une carte de presse de journalistes sportifs mongols, j'ai pu m'incruster pour venir passer quelques jours avec eux. Ça va les gars? En forme? Super. Bon, mais on va y aller alors. C'est l'entraîneur, le responsable sportif du camp. Monsieur, excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste m'expliquer les règles du jeu? Je comprends rien. C'est quoi le but final d'un combat de lutte? La lutte mongole, c'est un mélange de toutes les formes de lutte existantes. Il y a un peu de judo, de sumo, de lutte libre aussi. On peut faire des prises de jambes et de bras. Pour gagner, il faut faire tomber l'adversaire. Le premier qui touche le sol avec une partie du corps a perdu. Il y a tout un type de physique, il y a des grands très athlétiques, il y en a qui sont un peu freluqués, il y en a qui ont des grosses cages à ragoûts pleines de moutons. Et j'aimerais bien savoir s'il y a des catégories de poids ou est-ce que tous ces braves gens concourent les uns contre les autres. Il n'y a pas de catégorie de poids ni d'âge. Il vaut mieux être fort, mais l'agilité, la ruse et l'expérience sont aussi très importantes. Regardez ce petit, il pèse 80 kilos et pourtant il va lutter contre ce grand de 110. Donc là, je suis devant la yourte de Bat Erden, qui est tout simplement le plus grand lutteur de tous les temps en Mongolie.
Il a gagné 12 fois consécutivement le Grand Nadam d'Oulan-Bator. Et c'est un véritable héros national ici. Maintenant, il est devenu député au Parlement. C'est un peu comme nous, si on avait un gars qui avait gagné 12 fois Roland-Garros, quoi. Un truc incroyable. Et là, j'attends. Après, ceci dit, s'il y avait un journaliste mongol qui venait interviewer Zidane, c'est probable qu'il attendrait aussi, quoi. Donc... Le champion ne daignera pas me parler. Je me contente donc de le retrouver plus tard sur le terrain, en train de se plier au rituel de la danse de l'aigle, en signe de respect pour la nature. Fier et indomptable, il me rappelle combien ces lutteurs sont les héritiers d'un passé glorieux. Il ne faut pas oublier que sous l'empereur Gengis Khan, les Mongols ont conquis le monde, mettant à l'amende les meilleures armées. Aujourd'hui encore, malgré leurs slips roses et leurs boléros, on ne leur tape pas sur l'épaule comme ça. La légende dit qu'une femme parvint un jour à gagner le Nadam en se faisant passer pour un homme. Une fois l'imposture démasquée, les messieurs humiliés décidèrent alors de lutter poitrail nu. Rien de tel que le bon vieux ballon rond pour m'intégrer à la vie du camp. Le lutteur qui s'incruste dans ma partie s'appelle Nasrayan. Il parle quelques mots d'anglais et c'est le premier à me manifester un peu d'intérêt. Je crois que je tiens enfin un copain. Je me suis promis de ne pas quitter les lieux sans avoir croisé le fer avec un de ses Golgoths. Je réussis à convaincre Nasrayan de m'initier à son art. J'ai bien compris qu'il n'était pas obligatoire d'avoir des mensurations de colosse pour être un homme digne de ce nom sur le terrain de lutte. Ma curiosité réveille mes hormones mâles et je me sens soudain prêt à relever le défi. Les différents titres de lutte, il y a quoi? Éléphant? Un slam, c'est lion. Lion, c'est le plus grand titre. Hein. Non, le plus fort, c'est titan. Titan, c'est le best title. Pour être titan, il faut passer 10 tours au Nadam. 10 rounds. 10 rounds. 10 rounds. Yes. So, do me... Yes. You do. Il ne faut pas qu'il me tape comme un poulpe, hein. Je lui explique que c'est gentiment. I have to prepare. Je dois d'abord me préparer. Do you want me to prepare too? Every Mongolian boy wrestles. C'est l'école des hommes mongols. And to be a good wrestler, Et pour être un bon lutteur, il faut être fort où? Bon, moi par exemple, je suis fort nulle part en fait. Alors il faut quoi? Il faut être vif, rapide. Okay. In your head. Ah ouais, c'est dans la tête que ça se joue. Best. For wrestle. Good. Ok, t'es prêt poulet? Bon, en jeu. Bon, moi je suis juste ceinture blanche de judo, d'accord? Donc doucement. Ah, mon gars. Là. If you can. T'as pas beaucoup de place. Putain, il a cru que j'allais... Ça, c'est une tune. He's good wrestler. Okay. Very good. I go and I fly back home. Voilà. Je te souhaite bonne chance. J'avais peut-être fantasmé un peu vite mes rencontres avec les sportifs mongols. Je sais maintenant qu'ici, les choses se méritent, que les gens, fiers et mystérieux,
n'en sont pas moins généreux une fois passé le premier round d'observation. Je continue mon voyage sur la trace des athlètes du Nadam, cette fois-ci dans un paysage lunaire au sud du pays. J'arrive au bout du monde fourbu, les reins brisés, après 600 km de trous et de bosses. төрүүлсэн багт биш дараагийн одоо тэмцээнийг зохион байгуулагч шилжиж явах цом гэдгийг та нөхөцөд сонирдуулъя. За тий. Avant le début des hostilités, le député du coin paye sa tournée de friandises et de lait de jument fermenté en faisant miroiter le trophée mis en jeu. Je parle doucement parce qu'ils chantent pour encourager les tireurs. C'est la grande compétition d'osselets avant le Nadam. Les osselets, c'est un jeu viril au même titre que le tir à l'arc ou la lutte, qui est tombé un peu en désuétude pendant le communisme. Et là, c'est la première année où ils le remettent au programme du grand Nadam. Et là, on est dans le Gobi, les meilleurs tireurs se sont donné rendez-vous pour une espèce de tour de chauffe. Donc on est venu un peu voir et ils sont très concentrés. Les osselets mongols n'ont rien à voir avec les osselets de mon enfance. Ici, les vertèbres de mouton sont des cibles disposées sur un petit autel. Le but est de les dégommer avec un petit palet en os et ce sont les doigts du tireur qui font office de gâchette. Dawa, je lui ai d'abord parlé pour sa bouille à la Gengis Khan, son air altier et ses oreilles en chou-fleur. Le tir d'osselet est le seul jeu collectif du Nadam, et Dawa est l'entraîneur d'une des équipes en compétition. Chaque équipe a sa tente et toutes s'affrontent à tour de rôle. Là, celle de Dawa joue à domicile. À la fin de la partie, je complète les présentations. What's your name? Dawa. Dawa. Manuel. Manuel. Les osselets, c'est un peu le cousin hivernal du tir à l'arc. Ce jeu est très lié à des croyances. Les cibles, ce sont les mauvais esprits. Traditionnellement, on jouait pour attirer la chance pendant la période de reproduction des animaux, ou alors pour faire venir la pluie. Tirer sur les mauvais esprits pour éloigner la shkumun, je veux tenter ma chance. À première vue, ça ne me semble pas bien compliqué, mais je réalise bien vite mon erreur. Dawa. Наач бичлэг хийгээд наач багш болоо. Ойлгож байна юм уу? Ouais, voilà. Шотси. Yes, children. I'm a children maybe. It's my first time. This time very difficult. Very difficult. Moi, je joue un peu au pied quand j'étais petit, mais c'est quand même beaucoup plus dur. Bon, ok, je suis nul. Du coup, on m'installe à la distance des enfants. Oh, very good. Commencez pas à le balancer, les gars, vous moquez pas. Ah. Pas mal. Last one. Last one. Aïe. Trop fort. Voyager en Mongolie est une gageure. Pas de transport en commun, peu de routes et presque aucune infrastructure une fois sorti d'Oulan-Bator. Le pays ne se laisse pas facilement découvrir. Les longs déplacements me donnent une sensation de vertige horizontal, tant ces milliers d'hectares de prairies finissent par se ressembler.
Pourtant, les nomades se retrouvent alors qu'ils n'ont pas d'adresse, les familles se rendent visite, et ici, personne n'est jamais perdu. La Mongolie, c'est d'abord une expérience du temps et de l'espace. En Mongolie, les yourtes des nomades ne sont jamais fermées aux visiteurs de passage. C'est un principe d'hospitalité, mais aussi un gage de survie pendant l'hiver, quand il ne fait pas bon dormir dehors par moins 30 degrés. Les nomades changent de camp plusieurs fois par an en fonction des pâturages et des points d'eau. Avec cette famille, j'arrive pour la crémaillère. En quelques minutes passées dans la steppe, je vois plus de chevaux que dans ma vie tout entière. Ça tombe bien, c'est pour rencontrer l'élite des canassons que je suis venu jusqu'ici. My name, Manuel. His name? His name? Yeah, no name? His name? Desert? Ah, Nadam, grand Nadam? Nanatam? Nadam? Nanatam. Ouais. Il est calme lui, hein? Gingo. Chou. Gingo, chou. J'ai l'impression que les meilleurs athlètes du Nadam, ce sont peut-être bien les chevaux. Pour les voir s'entraîner, je suis venu passer quelques jours avec Tseren Chemit, qui est un entraîneur, éleveur de chevaux rapides. Il est venu s'installer ici dans cette grande plaine qui, quelques semaines avant le Nadam, se transforme en hippodrome géant. Et tous les entraîneurs et les éleveurs qui vont participer au Nadam viennent se réunir ici pour se préparer. Voilà, donc là, je ne pense pas que je vais courir le Nadam. On m'a donné un cheval qui est plutôt bas en tension, mais qui me permet de ne pas tomber. Et je vais faire comme les autres, il faut chanter Gingo pour leur donner du courage. Tchou, Gingo! Voilà Tseren Chemit, le chef de famille. À première vue, il n'est pas très bavard. Mais bon, ça je commence à avoir l'habitude. Depuis un mois, il est en pleine préparation du Nadam. Un propriétaire lui a confié l'entraînement de ses chevaux et il vaut mieux lever le doigt avant de le déranger. Je me fais donc très discret. C'est pas le poney club du Kiki Plage ici, c'est très sérieux. Ce qui me frappe dans le camp, ce sont les gosses. Dans la tradition mongole, les cavaliers sont des enfants de moins de 12 ans. Petite taille, poids plume, ces minots qui ont appris à galoper avant même de savoir marcher ont l'avantage de ne pas trop fatiguer les chevaux pendant les courses. Enfants de la famille, proches ou éloignés, rejetons des yourtes voisines, la plupart des petits cavaliers sont scolarisés à la ville pendant l'année, mais tous reviennent passer l'été dans la steppe pour la saison du Nadam. Tous les jours, Tseren Chemit fait s'entraîner les chevaux dans la vallée afin d'évaluer leur forme. Incrédule, je regarde partir ces bouts de chou sur leur monture nerveuse pour de longs sprints dans la steppe. Je sens bien que dans cette histoire, le vrai héros, celui sur qui se portent tous les regards, c'est bien le cheval. Le gamin, lui,
n'est rien de plus qu'un guidon. Je trouve ces enfants extraordinaires et courageux. J'aimerais leur dire, mais pour eux, c'est normal, c'est juste la vie. Et dire qu'à leur âge, c'est sur un cheval à bascule que je me prenais pour Zorro. Du matin au soir, les chevaux rythment la vie des nomades des steppes. À la tombée du jour, Tseren Shemit capture ces précieux étalons, parfois trop épris de liberté. À force de me voir traîner autour de ces chevaux chéris, Tseren Shemit commence à me prêter plus d'attention. Peu à peu, je sens qu'il me laisse entrer dans son monde. Notre survie dépend des chevaux. J'ai passé ma vie à m'en occuper, à les soigner, les observer, les entraîner. C'est un animal tellement merveilleux. Grâce à eux, je fais vivre ma famille. Mes enfants montent à cheval. Ma femme prépare les produits laitiers. Et c'est une fierté pour nous de pouvoir partager notre Hérak avec nos hôtes. Les chevaux sont au cœur de notre existence. C'est ma vie. Mais je n'ai pas l'habitude d'en parler. Si le cheval est à la fois la trottinette des enfants, la fierté des parents, il est aussi un peu la supérette de tout le monde. Chaque matin, les femmes vont ainsi chercher le lait de jument, qui, une fois fermenté, donnera la boisson nationale, l'Hérak. Tseren Shemit a baissé la garde, et désormais, il s'enflamme dès que je le lance sur ses chevaux. Dans la culture mongole, les chevaux de course sont des animaux à part. On dit même qu'ils ressemblent à d'autres animaux sacrés. Mais quand on parle technique, il me manque vite quelques clés de compréhension. Viens, je vais te montrer. Celui-là, il ressemble à un dragon. Regarde celui-là, comme il ressemble à une grenouille. Surtout les pattes, tu vois? Là, c'est un lapin. Tu vois la forme de sa tête? Celui-là, c'est... C'est incroyable. Et celui-là, il a la silhouette d'une biche, la femelle du cerf. Alors celui-là sera un rapace, d'après notre ami éleveur. Parce qu'en fait, là, il a un trou. Enfin, si on peut appeler ça un trou. Et là, ça lui fait des ailes. Enfin, ça lui fait une forme un peu évasée comme ça qui lui rappelle des ailes. À la limite, celui-là, je vois. J'avoue que sur la grenouille, plus de mal. Bon, là, ça y est, je fais presque partie de la famille. Du coup, pour le dernier repas avant mon départ, Tseren Shemit me promet un festin.
Les femmes préparent l'apéro avec des fromages de biquette et des petits beignets. Pour le plat de résistance, on me réserve une chèvre cuite avec des pierres chaudes. Et là, c'est au jardin que ça se passe. Ah, et la chèvre, elle a cuit dedans. La Mongolie, c'est pour moi de belles rencontres, une immense sensation de liberté, mais aussi, hélas, le cauchemar du végétarien. Bon, ça c'est un nouveau, un lieu sacré pour les bouddhistes, autour duquel il est conseillé de faire la ronde 3 fois en jetant des cailloux pour attirer la chance. Ça c'est le dernier sport traditionnel mongol, des ensablages de camions. Regarde là. Je suis ici à Erdenet. C'est une petite ville surgie de nulle part, construite dans les années 70. Un nouveau copain, voilà. Pour héberger les ouvriers, probablement comme lui, des mines de cuivre. Et c'est apparemment ici qu'habite Dawaru. C'est un grand maître archer qui a gagné plusieurs fois le Nadam et j'essaye de le rencontrer. J'étais venu en pensant qu'il habitait dans une yourte, mais vu le décor, je crois qu'il va falloir que j'aille au stade parce qu'il n'y a pas de yourte. Voilà. Sambano. En attendant l'arrivée de Dawaru, je prends un peu d'avance avec ses coéquipiers pour en apprendre davantage sur le tir à l'arc. Et ça c'est du tendon de bête, de mouton. Il est là maintenant. Ah, de cheval. Du tendon de cheval. Bon, enfin Dawaru arrive et je vais saluer le maestro. Le tir à l'arc demande beaucoup de concentration. C'est une activité spirituelle. Il faut respecter la tradition. C'est un de tes élèves, Dawaru? Donc là, dans la famille de Dawaru, il y a le papa, la maman et le fils qui vont au Grand Nadam. Toute ma famille participe au Nadam.
Ma grande fierté, c'est d'avoir transmis à mes fils la passion du tir à l'arc. Comme ça, la tradition continue. Les cibles, de petits paniers d'osier d'une dizaine de centimètres, sont placés à 75 mètres du pas de tir. Les atteindre est une prouesse. À tour de rôle, les archers œil de lynx se relaient près des paniers pour indiquer aux tireurs le résultat de ces flèches. Chacun est donc à la fois joueur, arbitre et supporter. Excusez-moi. Je croyais que le tir à l'arc c'était un sport viril et il y a beaucoup de filles qui tirent à l'arc, je savais pas. C'est comme ça, je sais pas pourquoi. Le tir à l'arc a fait quelques compromis avec la tradition virile. Mais Madame Dawarou, pas plus que les autres archères, ne semble disposée à me l'expliquer. Bon, j'insiste pas. Cette famille d'archers m'intrigue. Peut-être parce que chez moi, on est rugbyman de père en fils, la transmission de passion sportive m'a toujours touché. Le jour de son départ à Oulan-Bator pour le Nadam, Dawarou m'invite chez lui pour assister au cérémonial de la préparation des arcs. Voilà, ce sont les arcs de la famille, ceux de mes fils, de ma femme et le mien. Notre religion bouddhiste nous dicte d'être purs, d'avoir l'esprit saint et de ne pas commettre de péché. C'est pour ça que nous pratiquons des cérémonies contre le mal avant le Nadam. Personnellement, je considère que mes arcs deviennent plus purs après avoir effectué ces gestes. Au Nadam, toute la nation fait la fête. Envers les gens qui viennent nous voir, je trouve que c'est une grande responsabilité d'y participer. Ah non mais c'est l'événement le Nadam, tout le monde y va. Je donne rendez-vous à Dawarou dans quelques jours, pour le début du Nadam. Après quelques milliers de kilomètres à travers la Mongolie, je reviens moi aussi à la capitale. Mais je dois m'arrêter en chemin afin de répondre à une invitation particulièrement inattendue.
J'attends le président de la République, là, en fait. Le protocole est en place, mais je suis seul pour l'instant. Donc, je patiente. Amis de la presse étrangère, le président a eu un empêchement, la cérémonie est annulée. Je suis désolé pour... il est dans la forêt, le président? Le président n'est jamais venu honorer les quelques journalistes étrangers. Mais je n'ai pas fait le déplacement pour rien. Le ministre du Commerce, lui aussi victime du lapin présidentiel, me prend à la bonne et m'invite à tuer le temps en sa compagnie. Et là, le premier attentat de l'histoire de la Mongolie. Don't worry. No problem. The beginning, it was a bit... It's very interesting. Yeah, Yes. No problem. Yes. Fitness room in Mongolia. Attends, je vais carrément... Oh, yes. Voilà, mon gars. Plus que quelques kilomètres avant de retrouver Ulaanbaatar. Je vais enfin assister au fameux Nadam, la grande messe des jeux virils, la fête nationale mongole. Ulaanbaatar, c'est une gigantesque cité de béton où s'entassent 1 million d'habitants, la moitié de la population du pays. Posée au milieu de la steppe, on y arrive sans transition. Genghis Khan. Academic of Genghis Khan. Very important people. Genghis Khan, c'est un peu l'âme de la Mongolie. C'est-à-dire qu'il y a des académies pour récompenser les meilleurs élèves, il y a des bières, des voitures, des marques de tuiles. Toutes les choses qui ont un peu de valeur pour les Mongols s'appellent Genghis Khan. Voilà. Et ce monsieur vient de nous donner sa carte. Lui, il est responsable de l'académie Genghis Khan. Une des académies Genghis Khan. Vous êtes un lama? Le Dalai Lama, le bouddhiste. Ah, le bouddhiste, d'accord. Gimshi. D'accord. Bon, ah non, c'est pas la médaille du mérite agricole, là, ça rigole pas. Ok, merci beaucoup, monsieur. Regarde là. Regarde là. Pendant 70 ans de communisme, le culte de Genghis Khan était banni de Mongolie. Mais aujourd'hui, le petit berger orphelin, qui bâtit jadis un des plus grands empires de l'histoire, fait son grand retour. À la fois icône, produit à la mode et papa de la nation. Pour le 800e anniversaire de l'État mongol, le gouvernement a voulu une cérémonie d'ouverture du Nadam grandiose, même si le spectre des chorégraphies soviétiques n'est jamais bien loin. Le lendemain, c'est le grand jour. Je fais volontairement l'impasse sur la parade officielle et tout le tralala des fanfares militaires. Moi, ce sont les coulisses du Nadam qui m'intéressent. Mais l'accès est difficile, les policiers sont partout et il faut se faufiler. J'ai prévu le coup et pris rendez-vous avec Bayar Saran, une ex-gloire de la lutte mongole, qui accepte de m'escorter. Who is going to win this year? The big champion? Last year? This year, good? Good. Avec ça, ouais, non, t'as pas besoin. Tu le veux? Non. Dans le vestiaire, ça sent le camphre comme dans tous les vestiaires du monde, sauf que là c'est des lutteurs traditionnels mongols. Et il y a tout le peuple de Ulaanbaatar qui les attend dehors après la cérémonie d'ouverture. Il faut un peu jouer des coudes avec les lutteurs
Dans la cohue, je tente de retrouver Bayar Saran, parti rejoindre sa famille. C'est ma famille. Nice to meet you. How do you feel? Comment tu te sens là? Oh, je suis un peu blessé, mais je vais essayer de bien faire. Tu sais, c'est peut-être mon dernier Nadam, alors. Un peu là, un peu? Avant le début des combats, les lutteurs les plus titrés ont droit à de longs éloges récités par leurs péons. Comme un titre ne se perd jamais, des papis qui ont triomphé lors de Nadam d'après-guerre viennent recevoir chaque année un peu de gloire. Ça donne à peu près ça. Ô toi, le grand Baterden, champion de l'univers, tu as le courage de l'éléphant, la vitesse de l'oiseau Garuda, les cervicales de l'auroch, adoré de ton peuple, tu es le plus grand lutteur du Nadam, etc., etc. Plus de 1000 lutteurs se présentent au premier tour du Nadam. À ce stade de la compétition, les stars sont opposées à des lutteurs anonymes, les vieilles gloires à de jeunes combattants. Mais au fil des tours, la sélection naturelle reprend ses droits et il ne reste bientôt plus que les têtes de série. C'est à Bayar Saran de rentrer en piste. Pour lui, qui gagna jadis un prestigieux titre d'éléphant, ce Nadam a des airs de barou d'honneur avant de raccrocher les crampons. Au 4e tour, Bayar Saran, diminué, tombe face à un jeune adversaire. Son Nadam est prématurément terminé. J'ai toujours eu de la tendresse pour ceux qui mettent leur corps à l'épreuve, ceux qui offrent au public leur peur et leur douleur. Je suis loin de mes repères, mais à cet instant-là, la dignité de Bayar Saran m'émeut, tout simplement. Le Nadam, c'est une véritable ambiance de fête foraine. Les familles en vacances flânent autour du stade où se déroulent toutes les épreuves, comme nous allons au feu d'artifice du 14 juillet, par principe. Je vais moi sur le stand de tir à l'arc, où comme prévu, je retrouve la famille Dawaru. Au départ, on fêtait le Nadam pour faire venir la pluie. Force est de constater que ça fonctionne encore. C'est un peu dommage, mais bon. Du coup, la femme de Dawaru, d'habitude si élégante, elle a mis un sac poubelle sur la tête. Madame Dawaru est dans un grand jour, et c'est sans encombre qu'elle passe les premiers tours du concours féminin. Sambano. La pression est maintenant sur son champion de mari. Are you okay? Good? Bad? Oh, merde. Very bad. Final? He doesn't go to final? No? Ah. Et ta maman? Yes, you go final. Je crois qu'on leur a porté le masque. Hein. Tous nos personnages, un par un, explosent comme des pop-corn dès le premier jour du Nadam. Blessure, élimination précoce. C'est la série de la malchance, là. Bon, heureusement, il reste les fistons Dawaru pour inverser la spirale de la loose.
Mais je comprends que le dernier en course est encore un peu vert pour prendre la relève. C'est donc Madame Dawarou qui sauve l'honneur en terminant 5e de la compétition. Cette année, les mâles de la famille vont rentrer bredouille du Nadam. Le lendemain, dans la fraîcheur de l'aube, je me rends sur le champ de course. J'apprends alors avec tristesse que Tcheren Chemit, notre ami éleveur que je suis censé retrouver, est resté au chevet d'un des enfants du camp, victime d'une chute de cheval. Seul le propriétaire a fait le déplacement pour accompagner Amra, le gamin de la famille, qui s'apprête à courir la course des étalons, la plus prestigieuse. Quand je serai grand, je serai directeur de banque. Et comme j'aurai beaucoup d'argent, je pourrai acheter plein de chevaux. J'aime monter à cheval, galoper, à tel point que souvent je n'ai plus envie de descendre. Avant la course, je n'ai pas peur. Un étalon, c'est très fort et il peut me faire tomber, mais je ne pense pas à ça. Je veux juste que mon cheval fasse une bonne course, qu'il gagne pour qu'il ait un éloge et qu'on lui verse de l'érac sur la tête. Moi, je ne suis pas important, c'est au cheval que revient l'honneur. C'est lui qui court et qui fait l'effort. Je suis très fière de mon cheval. En fait, j'attends les chevaux, ils sont partis à 35 km pour le départ et on risque d'attendre un bon petit bout de temps, le temps de faire quelques parties de billard dans la steppe. Le départ de la course est donné dans un lieu gardé secret. Les petits cavaliers entament alors un galop furieux pour rejoindre la ligne d'arrivée. Comme toujours, ce sont les étalons des riches propriétaires qui triomphent. Amra termine lui dans les 50 premiers sur presque 300 concurrents. Dans la dernière ligne droite, de nombreux chevaux meurent d'épuisement. Tous les enfants n'ont pas la chance de finir la course. Je suis quand même très ému par ces petits bonhommes qui montent des pur sang, qui courent à 70 km/h dans la steppe. Et voilà, ils sont à l'âge d'être au CP et ça me touche beaucoup. C'est lui le petit champion. On fait une troisième mi-temps à l'Irak. Pour la course et pour la France. Merci. So, Gengis Khan better than Napoleon or Napoleon better than Gengis Khan? Same. Gengis Khan était au-dessus quand même. Yeah. Gengis Khan, il a quand même une vodka à son nom. Napoléon, il n'a pas ça, lui. Gengis Khan devait donc être plus fort. Gengis Khan is better. La finale de la lutte, c'est le pinacle du Nadam, un moment attendu par chaque Mongol. Le combat est retransmis en direct sur toutes les télés. À cet instant-là, le pays entier retient son souffle avant de connaître le nom du nouveau héros, l'incarnation de l'homme viril, le symbole de toutes les valeurs chères à la nation.
Cette année, le nouveau dieu s'appelle Sultan Bazar. Face à l'insistance de la foule, le président en personne décerne aux 2 finalistes le titre de grand titan. Bientôt, ils prêteront leur nom à des marques de biscuits ou de jus d'orange. L'idolâtrie des dieux du stade est vraiment quelque chose d'universel. Je ne veux pas quitter la Mongolie sans revoir Tseren Shemit, l'ami éleveur privé de Nadam suite à l'accident de cheval d'un enfant du camp. Malgré quelques bleus et une paire de dents de lait en moins, je suis rassuré de voir que le gamin blessé va bien et que très vite il chantera à nouveau Gingo. Quand j'arrive, Tseren Shemit s'apprête à lever le camp pour rejoindre un autre Nadam dans une province voisine. Ça pèse super lourd le feutre en fait. Je suis déminé-épaule, j'ai rien dit, je suis un peu mec costaud. Ce monsieur et sa famille m'ont ému par leur humilité, leur liberté aussi. J'aimerais lui donner une chaleureuse accolade, mais en Mongolie, les hommes ne se font pas la bise et les sentiments s'expriment avec peu. Un dernier verre d'Airac donc, un regard, et puis voilà. Il est où le grand français? Allez, viens boire de l'Airac. C'est bon pour la santé. C'est la descente d'Airac. Au début de mon voyage en Mongolie, je n'ai vu dans la steppe que de l'herbe et du vide. Cette nature a aujourd'hui un visage, des visages. Je ne les oublierai pas. Bientôt, il ne restera plus de leur passage ici qu'un confetti de prairies jaunies, signature du mode de vie des nomades mongols.